Dans cette vidéo, nous allons dresser ensemble la liste des spécificités de fonctionnement des enfants à haut potentiel en général, afin de vous permettre ensuite de dresser le portrait personnalisé de votre enfant. Ce que vous allez entendre maintenant est le fruit des dernières études neuroscientifiques sur les fonctionnements des enfants à haut potentiel. Vous avez sûrement déjà fait des recherches sur les spécificités de fonctionnement des enfants à haut potentiel. Lorsque l'identification est tombée pour votre enfant, vous avez sans doute cherché à savoir ce qu'il se cache derrière cette appellation. Vous avez sans doute lu ou entendu beaucoup de choses sur les enfants à haut potentiel. Et ce que vous avez lu et entendu est certainement vrai. Mais est-ce que c'est vrai pour votre enfant? Il est indispensable de connaître les spécificités des enfants à haut potentiel lorsqu'on cherche à accompagner son enfant au plus près de ses besoins, mais il y a néanmoins un gros problème avec ce que vous avez lu jusqu'ici. Ce problème, c'est la généralisation. Si ce que vous avez lu est certainement vrai, ça n'est pas forcément pour votre enfant. Les enfants à haut potentiel ont des caractéristiques communes, oui, mais ils n'en sont pas moins des individus uniques. Votre enfant n'a pas toutes les caractéristiques des portraits généralistes. Pourtant, si vous souhaitez mettre en place un modèle éducatif qui vous permette de retrouver une vie de famille apaisée, il est indispensable de le faire au regard de l'individualité de votre enfant. La généralisation ne permet pas de créer des outils éducatifs sur mesure, des outils qui correspondent aux besoins ou aux difficultés réelles de votre enfant. En vous basant sur ce que vous avez lu ou entendu, vous ne pouvez pas construire d'outils éducatifs pertinents. Et si vos outils ne sont pas pertinents, alors vous n'obtiendrez pas les résultats que vous souhaitez. Vous vous découragez et vous vous épuisez. Au contraire, si vous apprenez à découvrir votre enfant tel qu'il est, alors vous allez réellement pouvoir respecter ses fonctionnements spécifiques. Vous allez pouvoir développer une plus grande empathie par rapport à ses fonctionnements et surtout, vous allez pouvoir avoir des attentes et des objectifs réalistes. Si vos attentes sont plus justes, alors vous obtiendrez plus facilement les résultats que vous espérez et vous éviterez de vous épuiser. Bien sûr, pour construire le portrait personnalisé de votre enfant, vous avez besoin d'acquérir des connaissances sur les fonctionnements spécifiques des enfants à haut potentiel en général. Mais ce n'est qu'un passage, qu'une porte d'entrée vers la mise en lumière du portrait personnalisé de votre enfant. Votre enfant a certainement été identifié comme haut potentiel grâce à la passation d'un test de QI. Le haut potentiel est identifié par un score égal ou supérieur à 130 au test de QI. Ça, c'est pour les enfants qui ont des profils homogènes, c'est-à-dire les enfants dont les compétences sont à peu près les mêmes dans tous les domaines. Mais il existe des cas dans lesquels le QI global ne peut pas être calculé. Lorsque les compétences de l'enfant sont très différentes dans les différents domaines qui sont évalués par le test, le professionnel responsable de la passation du test ne peut pas calculer un QI global fiable. Et pourtant, cela ne signifie pas que votre enfant n'est pas à haut potentiel. Comme l'explique Fanny Nussbaum, psychologue et chercheur en neurosciences et directrice du centre Psyrène de Lyon, le test de QI n'est en fait qu'un indicateur du haut potentiel parmi d'autres. Les résultats au test orientent l'identification du haut potentiel, mais le professionnel qui établit le haut potentiel de votre enfant doit également faire un bilan du fonctionnement et de son intelligence et une exploration de la sphère psycho-affective de l'enfant. Alors parfois le QI n'est pas calculable, comme c'est le cas quand l'enfant a un trouble associé à son haut potentiel, comme par exemple une 10. Il peut tout de même être identifié à haut potentiel grâce aux autres indicateurs, c'est-à-dire les bilans de fonctionnement de son intelligence et ou l'exploration de sa sphère psycho-affective. Vous l'avez compris, l'identification d'un haut potentiel résulte d'un tableau clinique global. Pour résumer, le haut potentiel, c'est à la fois une façon qualitative de fonctionner, une organisation spécifique de la personnalité et des facteurs émotionnels qui sont au premier plan. Nous allons regarder ensemble plus en détail ces spécificités de fonctionnement. Les récentes études le démontrent. Les enfants à haut potentiel ont une hyperactivité cérébrale, c'est-à-dire que leur cerveau est en permanence en activité. Alors que chez ce qu'on appelle les normaux pensants, les zones du cerveau s'activent en fonction de l'information à traiter, chez l'enfant à haut potentiel, toutes les zones du cerveau s'activent en même temps. Ça veut dire que votre enfant ne peut jamais s'arrêter de penser. Une autre spécificité du cerveau de votre enfant, c'est le fait que les informations arrivent 2 fois plus vite au cerveau. La vitesse de transmission de l'information est bien supérieure à celle des normaux pensants. Classiquement, les informations de notre environnement sont captées par nos 5 sens. Ça, c'est vrai aussi bien pour les personnes à haut potentiel que pour les normaux pensants. Lorsqu'arrive dans le cerveau une information spécifique,
Notre cerveau coupe les autres informations, ce qui nous permet de focaliser notre énergie cérébrale et notre attention sur l'information à traiter. Chez l'enfant à haut potentiel, toutes les informations arrivent en même temps au cerveau avec le même niveau d'importance, ce qui l'empêche de repérer l'information essentielle. Votre enfant est alors obligé de faire un effort particulier pour savoir quelle est l'information la plus importante à traiter. C'est particulièrement important d'avoir connaissance de ce déficit de l'inhibition latente, car c'est parfois une source de faux diagnostics de troubles de l'attention. C'est pour cette raison qu'il est toujours indispensable de vous tourner vers des professionnels formés aux spécificités du haut potentiel pour identifier les difficultés de votre enfant, pour éviter les faux diagnostics de troubles de l'attention liés à ce déficit de l'inhibition latente. Une autre spécificité du fonctionnement de l'enfant à haut potentiel, c'est la manière dont son cerveau traite l'information. Lorsque votre enfant à haut potentiel est confronté à un problème, sa réponse est bien souvent fulgurante, intuitive. Je suis certaine que vous avez déjà connu ça avec votre enfant. C'est par exemple cet enfant qui donne le résultat d'une soustraction de manière ultra rapide, mais qui n'est pas capable de vous expliquer comment il connaît la réponse. L'enfant n'a pas accès aux procédures qui lui ont permis de donner la réponse. Cette spécificité induit bien souvent des difficultés à l'école, où on attend justement des enfants qu'ils suivent des procédures, des raisonnements. Mais c'est aussi une source de difficultés dans la vie quotidienne, ou même plus tard dans la vie professionnelle. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la pensée en arborescence de l'enfant à haut potentiel. Classiquement, notre pensée est linéaire, c'est-à-dire que nous percevons des données et étape par étape, nous élaborons une compréhension. Le cerveau de l'enfant à haut potentiel, il ne fonctionne pas de cette manière. Le fonctionnement de son cerveau est en arborescence. Il capte l'information de départ, mais cette information de départ, cette idée, va faire naître une autre idée, puis une autre, et encore une autre, et encore une nouvelle idée. Il développe en parallèle de l'information de départ plusieurs nouvelles idées. C'est le système des branches des arbres. On rentre là dans des observations un peu plus pointues du fonctionnement du cerveau des enfants à haut potentiel. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il existe deux cerveaux. Le cerveau droit, qui est le cerveau émotionnel, et le cerveau gauche, qui est le cerveau de la raison. Les enfants à haut potentiel, ils utilisent prioritairement le cerveau droit, le cerveau émotionnel. Puis, ils engagent dans un deuxième temps toutes les autres fonctionnalités du cerveau. Ça veut dire que lorsque l'information arrive dans le cerveau de vos enfants, elle est d'abord traitée de manière émotionnelle. C'est un élément vraiment essentiel à retenir car il explique bon nombre des tempêtes émotionnelles de vos enfants. L'enfant à haut potentiel bénéficie d'une capacité exacerbée de ses 5 sens. Ça veut dire que son champ de vision est plus large. Il peut être hypersensible aux couleurs, aux lumières. Ça veut dire aussi qu'il peut distinguer des sons beaucoup plus faibles que la majorité des gens. Cet enfant a une forte sensibilité kinesthésique. Vous comprendrez maintenant pourquoi les étiquettes des vêtements lui sont insupportables, ou que son t-shirt le serre trop, ou que les coutures des chaussettes sont vraiment vécues comme une torture. Il a souvent un goût très fin. Il est sensible aussi bien au goût des aliments qu'à la texture de ce qu'il met dans sa bouche. Enfin, son odorat est parfois très développé et il peut s'en servir comme source d'informations sur l'environnement qui l'entoure. Je ne peux pas m'empêcher de vous raconter cette petite anecdote. J'habite dans un immeuble de 6 étages, autant vous dire que ça fait du monde. Eh bien, quand il était plus jeune, aux alentours de ses 2 ans, mon fils me disait systématiquement quel voisin était monté avant nous dans l'ascenseur, rien qu'en identifiant des odeurs que moi-même je ne percevais pas. Une autre spécificité du fonctionnement des enfants à haut potentiel et qui va là particulièrement nous intéresser dans la suite de cette formation et dans la mise en place d'outils éducatifs adéquats et pertinents pour retrouver une vie de famille apaisée, c'est l'hyperactivité émotionnelle. Cette hyperactivité émotionnelle a été mise en évidence par les neurosciences. Nous avons dans notre cerveau une petite glande qui régule les émotions et qui s'appelle l'amygdale. Je vous parle bien ici d'une petite zone dans le cerveau, pas des amygdales qui se trouvent dans la gorge. Il a été démontré que cette amygdale est plus vulnérable et se déclenche plus vite chez les enfants à haut potentiel. C'est ce qui explique l'hyperactivité émotionnelle de ces enfants. Vous pouvez sans doute observer chez votre enfant des moments d'euphorie, rapidement suivis par des moments plus down, plus tristes. Il est extrêmement difficile pour ces enfants de réguler cette hyperactivité émotionnelle et de la synchroniser avec son environnement. On nous a longtemps dit que les enfants à haut potentiel sont très empathiques. C'est pas vrai. Ce qui caractérise les enfants à haut potentiel, c'est la sympathie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus sympas que les autres enfants.
L'empathie, c'est la capacité à comprendre et à décoder les émotions de quelqu'un d'autre. La sympathie, c'est le mécanisme qui fait que votre enfant ressent les émotions de son entourage. Il les ressent en lui, à tel point qu'il ne parvient plus à faire la différence entre ses propres émotions et celles des autres. Pour comprendre l'importance de la sympathie dans les difficultés que rencontrent nos enfants, il faut comprendre que lorsqu'ils sont eux-mêmes en prise avec leurs émotions, qui sont par exemple en pleine tempête émotionnelle ou qu'ils ressentent des émotions très fortes, ils se débattent avec l'intensité de leurs propres émotions liées à l'hyperactivité émotionnelle dont on vient de parler, mais en plus, ils se débattent avec tout l'univers émotionnel qui les entoure. Ça veut dire que vos enfants sont dans un état permanent d'hypervigilance émotionnelle, et cet état ne leur permet pas de retrouver une stabilité émotionnelle. Les enfants à haut potentiel, ils pensent d'abord et en permanence avec leur cœur. Et ils mettent de l'affectif partout et tout le temps. Dernière caractéristique dont je veux vous parler dans cette vidéo, la construction de l'image de soi. En fait, l'enfant à haut potentiel, il a du mal à se construire une image de soi solide. Il rencontre 3 grands obstacles. Tout d'abord, il rencontre des difficultés d'identification. Les enfants, en général, ils perçoivent leurs parents comme les plus forts du monde et ils considèrent qu'ils peuvent s'appuyer en toute confiance sur eux pour se construire et vivre leurs différentes expériences de vie. Mais voilà, les enfants à haut potentiel, eux, ils perçoivent précocement les fragilités des adultes qui les entourent et donc a fortiori de leurs parents. C'est pour ça qu'on a parfois l'impression que ces enfants se construisent tout seuls et qu'ils cherchent des mentors à l'extérieur du cercle familial. Vient ensuite un sentiment profond de différence, de décalage. Ils constatent vite qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que leurs camarades. Ces enfants ressentent un sentiment d'étrangeté, ce qui fragilise la construction de leur image d'eux-mêmes. Et en plus, les enfants à haut potentiel, ils doivent lutter contre des croyances. Puisque les apprentissages ne se passent pas toujours aussi bien qu'ils le devraient selon ces fameuses croyances, les enfants à haut potentiel en arrivent parfois à penser qu'ils ne sont pas capables, qu'ils sont nuls. Pour limiter ces difficultés de construction de l'image de soi, nos enfants ont encore plus besoin que les autres d'être valorisés, encouragés, gratifiés. Ne craignez jamais que votre enfant prenne la grosse tête ou développe un sentiment de supériorité. La lucidité dont l'enfant à haut potentiel fait preuve sur les faiblesses de son entourage, il l'a également sur sa propre personnalité, ce qui aura de toute façon tendance à entacher sa confiance en lui. À vous de jouer. Je vous invite maintenant à télécharger le document qui se trouve en dessous de cette vidéo. Je vous l'ai dit, dans ce module, nous cherchons, en partant des grandes caractéristiques des enfants à haut potentiel, à créer le portrait personnalisé de votre enfant. Dans cet exercice, vous allez répondre à quelques questions afin de créer les premiers contours de la personnalité de votre enfant. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons l'exploration des fonctionnements spécifiques de votre enfant et nous allons aller encore affiner son portrait.